Vous écoutez Les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Peut-être est-ce qu'en nous ratons que quelque chose se découvre de nous qui nous permettra par la suite de viser juste. Pour démarrer ce nouvel épisode de notre podcast, voici une invitation à nous ouvrir à l'imprévisible. Elle est extraite d'Être à sa place, le dernier livre de Claire Marin. C'est justement avec la philosophe que je vais avoir le plaisir d'échanger aujourd'hui. Ensemble, nous reviendrons sur son parcours, ses lectures fondatrices, la place que tient la littérature dans sa vie. Elle nous dira aussi en quoi la philosophie peut nous aider à nous déplacer et à surmonter les incertitudes. Et juste après cet entretien, nous retrouverons notre libraire Marion du rayon Sciences humaines de dialogue. Elle nous donnera à son tour quelques idées de lecture qui prouvent que la philosophie a toute sa place dans nos quotidiens. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti! Bonjour Claire Marin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invitée de ce podcast Les éclaireurs de dialogue. Un mot pour vous présenter, vous êtes professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, membre associé de l'École nationale supérieure et vos recherches portent d'une manière générale sur les épreuves de la vie. Vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages, dont Hors de moi, un récit autobiographique dans lequel vous racontez les sentiments d'injustice et de colère qu'engendre la maladie. L'homme sans fièvre, sur le soin, La relève, portrait de vos élèves de classe préparatoire, et bien sûr Rupture, un livre qui a eu un formidable succès sur les blessures intimes et ce qu'elles peuvent produire en chacun. Votre dernier livre, Être à sa place, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire, est un essai philosophique nourri de multiples références littéraires et philosophiques qui interrogent la notion de place. Peut-être d'abord un mot pour nous dire comment la philosophie est entrée dans votre vie, Claire Marin. Eh bien, elle est entrée par la littérature. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours adoré lire et j'aimais bien aussi recopier des petites citations dans des carnets et que j'ai toujours. Et quand je les refeuillette, je me rends compte qu'un certain nombre des citations touchaient à des questions qui sont des questions philosophiques. Et je crois que c'est d'abord par la littérature que les questions qui sont devenues un peu centrales dans la relation à autrui, le monde intérieur, la réflexivité, la question du mal et de la souffrance, tous ces éléments-là, c'était déjà ce qui m'intéressait dans les romans. Alors justement, ça explique, mais je ne le savais pas sans doute, le fait que dans vos livres, vous convoquez beaucoup de romanciers ou de poètes, et parfois plus que des philosophes. Oui, moi j'ai été très frustrée par la structure des études en France qui oblige à choisir. Et si j'avais été peut-être aussi plus courageuse, j'aurais continué à étudier les deux disciplines de la littérature et de la philosophie en même temps. Mais c'est vrai que ça a été une grande frustration pendant mes études de philosophie de restreindre mon rapport à la littérature. Et quand j'ai eu plus de liberté dans mon écriture, ou quand je me suis octroyé plus de liberté, je suis revenue à ces deux amours intellectuels. Et j'ai voulu aussi les combiner, parce qu'il me semble que l'un apporte à l'autre, réciproquement, et qu'on pouvait s'appuyer sur tout ce que la littérature offre d'incarnation, de sensibilité dans laquelle on peut facilement plonger, pour illustrer et rendre sensibles des concepts qui peuvent être sinon un peu abstraits en philosophie. Alors justement, j'avais noté un passage de votre dernier livre, Être à sa place, à ce sujet-là. J'avais prévu de le lire un peu plus tard dans notre entretien, mais puisqu'on en parle, je vais le lire et ensuite vous demander peut-être de le commenter. La puissance du poème, comme celle du roman ou du livre, est précisément celle-ci, nous déplacer par de subtils glissements ou dans une grande claque, à une place que nous n'avons jamais occupée et qui pourtant nous paraît familière, le temps d'une lecture ou d'une projection. C'est la puissance de l'œuvre que de nous déloger, nous faire sortir de nous-mêmes et de nous rendre sensibles et accessibles d'autres vies, d'autres places que la nôtre. Ça corrobore ce que vous disiez à l'instant. Oui, je crois que c'est quand même assez fabuleux d'ouvrir un livre et tout d'un coup d'être un enfant tunisien, d'être une jeune femme du 19e siècle, d'être
une femme vietnamienne ou d'être un soldat de la Première Guerre mondiale. Enfin, il y a quand même quelque chose d'incroyable dans cette puissance-là à nous déplacer, nous mettre littéralement dans la peau de quelqu'un d'autre, quelles que soient les frontières géographiques ou historiques. Et cette puissance-là, de se mettre à la place de l'autre, ça convoque ce qu'on appelle parfois en philosophie l'imagination morale, c'est-à-dire justement la capacité de penser autrement et d'être sensible à d'autres choses que celles qu'on a vécues. Et à partir de là, d'aborder des questions philosophiques en se décentrant aussi, en ne restant pas prisonnier de sa propre perspective, de son époque et de ses privilèges, puisque malgré tout, on reste très privilégié en comparaison avec d'autres vies. Alors, quand vous parliez tout à l'heure de ces citations que vous notiez, quels étaient à l'époque les auteurs, les autrices qui vous inspiraient ? Alors, ça dépend de l'époque, ça dépend si on remonte au collège. Mais disons que ce qui est un peu plus frais dans ma mémoire, ça sera plutôt peut-être les lectures de lycée, où j'ai eu la chance d'avoir des professeurs incroyables qui m'ont beaucoup donné envie de lire et d'approfondir mes lectures. Notamment au lycée et en terminale, la découverte du courant de l'Oulipo. Dans Être à sa place, je crois que j'ai renoué avec des anciens, avec des auteurs qui ont beaucoup compté en terminale et au lycée. Il y a aussi le théâtre de l'absurde que je découvre en classe préparatoire, les tragédies grecques que je n'avais pas lues encore. Il y a aussi la poésie avec René Char, Michaud évidemment qui est central pour moi. Et puis Annie Ernaux évidemment, qui est vraiment une révélation continue. C'est-à-dire que d'abord je la lis un peu systématiquement puisque j'ai un peu ce caractère obsessionnel. Quand un auteur me plaît, je lis tous ses textes. Et quand je lis tout ou presque tout ce qui a été publié en ayant 20 ans, évidemment, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Passion simple, La femme gelée, j'y comprends rien, mais quand même, je sens qu'il y a quelque chose. Même chose avec Marguerite Duras, que je lis beaucoup au lycée. Je lis Lolvestein, je ne comprends absolument rien, mais ça reste assez profondément comme un truc qui va avoir du sens plus tard. Les petites graines. Ouais, c'est ça. Et puis ce que je trouve fantastique avec les œuvres de ces deux femmes, mais avec Perec c'est exactement la même chose, c'est qu'on le relie à des phases différentes de l'existence et on saisit la profondeur d'un texte et la manière dont il va continuer à nous accompagner, à nous guider, parce que je crois qu'il y a vraiment cette vertu-là, au moins autant que des textes philosophiques, peut-être même plus, parce qu'il y a justement ce processus d'identification. Et donc c'est vraiment c'est plus que des histoires, c'est vraiment un compagnonnage qui se fait avec certains auteurs qui fait qu'on va sans cesse retourner chercher les livres dans la bibliothèque et les relire en entier ou 3 pages et quelque chose se résout ou quelque chose devient clair à la lecture de ces pages. Alors quand finalement vous choisissez la philosophie et que vous décidez ensuite de l'enseigner, qu'est-ce qui dans cette idée de transmission vous semble essentiel ? Alors la réalité c'est que je ne décide pas, parce que rien ne me faisait plus peur que de devenir professeur, parce que j'étais très timide et donc l'idée d'être sur une pseudo-scène ou sur une estrade, ça ne correspondait pas du tout à mon idéal de vie. Mais le fait est que je me retrouve à Normal Sup et qu'à cette époque, cette école forme des professeurs et que précisément parce que je ne suis pas trop dans l'affirmation, je suis le cursus et à un moment, je me retrouve devant une classe un peu malgré moi. Et la surprise, c'est que ça me plaît. Et à partir de là, c'est pour ça que aussi la question de la place était importante, parce que parfois on se retrouve à un endroit vers lequel on n'a pas du tout envie d'aller et on découvre qu'on y est bien, peut-être même qu'on fait bien les choses à cet endroit-là. Donc l'idée de transmission, elle m'est très chère pour 2 raisons. Parce que d'abord, moi-même, j'en ai bénéficié et ça a changé clairement
le cours de mon existence. Par des professeurs ou... Tout à fait, des professeurs essentiellement qui ont été très généreux dans leur rapport à la lecture et qui ont toujours encouragé mon écriture, même très tôt, même dès le collège. Donc je trouvais que c'était... parfois c'est juste des petites phrases, mais on s'y accroche durablement. Et puis, parce que je crois qu'il y a quand même quelque chose que l'école est encore capable de faire, qu'elle est encore capable de transformer, qu'on peut encore un peu faire bifurquer ou aider des plus jeunes à oser aller vers des voies dont personne ne leur parle autrement, enfin en dehors de l'école. Donc je crois encore un peu naïvement, ou je veux croire que l'école a encore cette fonction-là, d'ouvrir des horizons qui ne se présentent pas à certains élèves. Quand vous disiez que vous n'aviez finalement pas choisi ce cursus, cette carrière, est-ce la même chose pour vos travaux de recherche ? Est-ce qu'ils s'imposent aussi à vous par peut-être votre vécu, par quelque chose que vous avez senti personnellement d'abord, intérieurement ? Oui, c'est sûr qu'il y a là une forme de nécessité dans l'écriture, qu'il fallait écrire dessus. D'ailleurs, ce qui a constitué un peu le matériau de Hors de moi, qui est sans doute un texte fondateur dans mon rapport à l'écriture, n'était pas destiné à être publié à l'origine. C'était vraiment quelque chose que j'écrivais pour moi. Et puis... une coïncidence ou une collision a fait que j'ai rencontré Gérard Bérébi, qui est le directeur des éditions Aléa, pour qui je faisais des petites introductions, des préfaces à des textes de philosophie, et qu'il m'a demandé si j'avais pas des petits textes à proposer. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette question, jamais j'aurais proposé ce texte à une maison d'édition. Mais j'avais l'intuition à cette époque que cette thématique pourrait l'intéresser. Et voilà, c'est plus une chance, une occasion qui a fait que ce texte a existé. Du coup, qu'il a existé très vite, puisque à partir du moment où il a manifesté son intérêt, le texte a été très facile à écrire, comme s'il était déjà là, en fait, en puissance. Ça s'est reproduit ensuite sur d'autres thématiques, d'autres livres ? Avec cette même puissance, non, sans doute pas. Mais les questions sont souvent anciennes. C'est-à-dire qu'il s'agisse de rupture ou d'être à sa place, c'est des thématiques sur lesquelles je prends des notes depuis longtemps. Et puis il y a un moment où peut-être les choses sont à maturité, ou que les idées commencent à se mettre en place les unes par rapport aux autres. Et là, l'écriture devient possible et effectivement, elle est assez rapide. Il y a un vrai lien entre rupture et être à sa place. Il y a une forme de continuité. Est-ce que vous l'avez conçu ainsi, ou est-ce que ce sont deux projets qui finalement se rejoignent aussi par l'écriture ? Il y a effectivement une continuité et même parfois des échos très nets dans les chapitres. À certains moments, j'étais même obligée d'ouvrir Rupture pour être sûre que je n'avais pas déjà donné ce titre au moment où j'écrivais Être à sa place. Donc il y a des choses effectivement qui s'inscrivent dans un prolongement, même si la question de la place pour moi est plus ancienne. Je vous disais tout à l'heure qu'Annie Ernaux m'accompagne depuis que je suis au lycée, mais précisément à cause de ce découpage disciplinaire qui est vraiment propre aux études universitaires françaises, je ne me sentais pas assez légitime, parce que je n'étais pas sociologue, pour me saisir de cette question de la place. Et puis après, il y a un moment dans l'existence où on s'en fiche un peu d'être légitime ou pas, et on se dit que c'est une question importante. Et puis l'autre élément peut-être qui a réactivé cette envie d'écrire sur cette question-là, c'est le fait qu'au moment du confinement, j'ai beaucoup relu Pérec ou Gaston Bachelard, qui a un texte qui s'intitule La poétique de l'espace, que du coup la question de la place s'est aussi posée autrement, et pour chacun d'entre nous d'ailleurs.
Donc, il y avait à la fois un événement, un accident qui le rendait sensible d'une manière tout à fait inédite et qui quand même nous a bien bousculé et continue à le faire. Il y avait une question très ancienne, il y avait l'idée qu'il restait des choses en suspens après l'écriture de rupture. Et ces 3 facteurs, disons, ont motivé l'écriture d'être à sa place. J'ai lu quelque part que vous disiez que la philosophie, c'était comme une enquête policière. Ouais. Ça m'a intriguée et j'aurais aimé que vous nous expliquiez en quoi. Alors, je vous disais tout à l'heure que les questions philosophiques, je les ai rencontrées dans la littérature. Mais je me souviens aussi d'enquêtes policières ou de séries de science-fiction où j'étais très interpellée par des problèmes qui étaient déjà des problèmes philosophiques. Parce que tout simplement, d'ailleurs, il y a beaucoup de textes de philosophie qui commencent par enquête. Par exemple, chez Hume, où on retrouve cette notion-là. On a aussi cette idée chez Leibniz, etc. Parce qu'il s'agit bien de regarder le réel autrement que nous ne le faisons habituellement. Donc, il s'agit tout d'un coup d'essayer de voir s'il n'y a pas une double épaisseur au réel. Qu'est-ce qui se passe derrière, à l'abri des regards, en coulisses. Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire et quel est en fait le sens de la présence de cet objet? Est-ce qu'il a été posé là pour nous faire croire à autre chose que ce qui s'est passé? Il y a quelque chose de l'ordre de l'enquête aussi chez Descartes, hein, la question du doute. C'est la question d'une certitude qui vacille autour de ce que je prends pour la réalité. Donc, toutes ces questions-là, c'est vrai qu'elles sont aussi apparues. Je me souviens de séries, Star Trek par exemple. On pourrait se dire que ce n'est pas très philosophique, mais la question de l'autre, l'altérité, du rapport à la culture, à la façon de vivre, au sentiment. En fait, des supports très populaires tenaient déjà en eux des questions très philosophiques. Et donc, ça pouvait être effectivement Agatha Christie, ça pouvait être des enquêtes policières à la télévision le samedi après-midi ou des séries de science-fiction. C'est aussi une manière de dire que la philosophie, elle est accessible à tous. Oui, je crois que c'est juste une question de langage d'abord, parce qu'il y a toute une partie dans la philosophie qui peut être inaccessible à cause d'une langue parfois jargonnante, ça il faut le dire, ou d'un style différent. C'est difficile de lire Descartes ou Spinoza. Ça décourage d'ailleurs souvent les élèves. Donc il faut faire l'intermédiaire, l'interprète, entre le texte dans sa langue d'origine et puis le contenu. Il y a ce travail à faire, mais une fois que on fait ce travail d'interprète, en fait, des questions philosophiques, elles apparaissent, et on le sait maintenant, puisque depuis plusieurs années, ça s'est beaucoup développé. Elles apparaissent chez les enfants, les grandes questions de la mort, de l'amitié, de l'amour. Voilà, c'est des questions que les enfants posent assez vite. Donc, en réalité, les questions philosophiques, c'est Aristote qui le dit, la philosophie, c'est l'étonnement devant le réel. Et cette curiosité-là dont il parle, ce désir de savoir, il dit tous les hommes désirent naturellement savoir, ça arrive dès les premiers moments de l'enfance. Vous nous avez parlé tout à l'heure de ces romanciers qui vous ont inspiré. Vous avez cité aussi quelques noms de philosophes. Si on parle des philosophes justement, quels sont ceux dont vous admirez particulièrement les travaux ? J'ai beaucoup travaillé sur des philosophes de langue française, des philosophes du XXe, donc disons de Bergson à Ricoeur ou Derrida, Deleuze, Sartre, Merleau-Ponty aussi. Mais après, dans les philosophes qui ont mon affection, il y a des philosophes qui ne sont pas vraiment toujours considérés comme des philosophes. Mais c'est peut-être pour ça que je les aime bien, parce que j'aime aussi leur écriture, leur style, leur rapport au réel, comme Montaigne, évidemment, qui est une référence clé pour moi. Je crois qu'il est l'un des auteurs que je relis le plus. Et puis, il y a aussi des penseurs un peu à la marge qu'on étudie moins ou peu. Par exemple, Paul Valéry, dont les textes ont aussi une grande importance comme support de réflexion, comme stimulation, comme inspiration. Et sinon, il y a des auteurs dont j'aime l'intuition centrale,
sans forcément adorer l'écriture. Par exemple, Spinoza et son rapport aux affects, qui me semble tout à fait, d'une très grande modernité, une grande force. Et je pourrais continuer là encore la liste, mais c'est vrai que ceux à qui j'ai consacré le plus de temps, c'est sans doute ceux que je viens de citer. Vous disiez tout à l'heure que cette séparation littérature et philosophie vous semblait peut-être parfois un peu vaine. Est-ce que vous, Claire Marin, vous aimeriez écrire un roman ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est même, je pense, c'est le vrai désir, le premier, le plus ancien depuis l'enfance, je crois. J'ai toujours noirci des cahiers. Donc c'était ça le fantasme, c'était d'écrire. Mais c'était totalement inimaginable. C'était pas du tout un métier qui existait dans mon milieu d'origine. Donc ce qu'on pouvait me proposer, c'était des choses qui étaient des métiers un peu sérieux autour de l'écriture. Mais devenir écrivain, et on en est toujours encore un peu là malgré tout. Ça reste encore quelque chose qui paraît inaccessible. Donc pour le moment, c'est par la bande, hein, c'est dans les marges. Peut-être une dernière question pour revenir à votre dernier livre, Être à sa place. Est-ce que justement la philosophie permet aujourd'hui de trouver sa place en tant qu'être humain ? En tout cas, je crois qu'elle peut nous accompagner dans ces réflexions que beaucoup de gens se posent sur justement leur place. Elle peut répondre à des inquiétudes ou proposer des instruments de pensée. Je ne pense pas que la philosophie nous apporte des réponses. Je ne crois pas même qu'elle soit là pour ça, mais qu'elle nous aide à formuler des questions, qu'elle nous aide à cibler la source de ce qui nous trouble, à identifier ce qui produit une angoisse ou un malaise ou ce qui est source d'incertitude très dérangeante, qu'elle nous aide à poser des mots sur des difficultés. Je crois que c'est déjà très précieux. Mais je ne crois pas à l'idée qu'on puisse répondre à la place de quelqu'un d'autre. Je crois que voilà, nos vies sont très singulières et nos vécus très intimes. Mais par contre, on peut donner des mots, donner des références, offrir des pistes de lecture où chacun ira piocher ce qui résonne le plus pour lui. C'est là, je pense, que l'écriture philosophique peut avoir un sens. Mais je ne pense pas qu'on soit là pour donner des conseils ou apporter des réponses qui auraient une forme d'universalité. Je crois que les réponses sont toujours singulières. En tout cas, une piste de lecture, c'est Être à sa place. De vous, Claire Marin, merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invitée de ce podcast, Les éclaireurs de dialogue. Merci à vous. Après cet entretien avec Claire Marin, c'est l'heure de la bibliographie des libraires de dialogue. Et aujourd'hui, c'est Marion que nous retrouvons. On démarre avec Que faire des cons ? Ça, c'est un titre qui donne envie d'en savoir plus. Exactement. Alors, je voulais vous présenter ce livre-là de Maxime Rovère, qui est un philosophe français spécialiste de Spinoza. Il était d'ailleurs venu, pour ceux qui s'en souviennent, à la librairie nous présenter son dernier livre en octobre 2020. Et donc, il écrit ce livre il y a quelques années en réaction à son voisin, avec lequel il dit cohabiter difficilement. Ils ne se comprennent pas, ils s'énervent souvent l'un contre l'autre, et au lieu de continuer dans ce cercle vicieux, il préfère rationaliser son problème et en fait un livre sur la connerie et sur les cons. C'est un petit livre construit en courts chapitres, avec des titres évocateurs, comme « Comment écouter un con » ou « Pourquoi les cons se multiplient », et qui va, à la fin de chaque chapitre, où il fait véritablement de la philosophie, terminer par une petite phrase, un conseil, comme « Valorisez vos adversaires, votre lutte se fera politique », ou encore « Faites toujours valoir vos préférences, jamais vos frustrations ». Donc à l'aide de philosophie, mais sans en avoir l'air, il va nous apprendre, nous aussi, à nous détacher de l'énervement que peut susciter la rencontre avec un con. Et il va, avec beaucoup d'humour, nous expliquer que plus on essaye d'argumenter avec ces personnes, et plus c'est l'effet inverse qui se produit, et qu'il faut justement jouer avec ça. Donc sous couvert de petits mots et de phrases chocs, mais bien trouvées, il nous donne une méthodologie, une sorte de boîte à outils à dégainer en cas de rencontre malheureuse avec un con. Bref, c'est un essai philosophique drôle, subtil, intelligent, qui permet de relativiser, de s'apaiser et d'apprendre à vivre avec eux. Parce qu'on ne peut pas y échapper. Et comme il le dit lui-même, faites la paix et laissez-les en guerre.
Que faire des cons de Maxime Rovère. Ça, c'était ton premier choix, Marion. On poursuit dans la même lignée avec Montaigne, Kant et mon chien d'Audrey Jougla. Alors effectivement, ça c'est un tout nouveau livre qui vient juste de sortir. Et Audrey Jougla, c'est une jeune philosophe française. Donc au moment où elle écrit ce livre, elle a 22 ans et elle vit à Mendoza, en Argentine, avec son compagnon. Et elle décide d'adopter un animal. Donc c'est une décision qui peut paraître un peu surprenante au vu de son âge, de son mode de vie un peu bohème, mais qui s'avère être une décision mûrement réfléchie et surtout très enrichissante. C'est vraiment le premier acte qu'elle a décidé de faire pour rentrer dans sa vie d'adulte et qu'elle voulait faire depuis toute petite. Alors elle savait bien sûr les contraintes inhérentes à l'adoption d'un chien, comme les promenades, les repas à heure fixe, et elle explique comment cet être vivant a bouleversé sa vie en la structurant et en l'obligeant à sortir de sa zone de confort. Elle va donc nous raconter sa vie avec Comédie, sa chienne, et elle va distiller comme ça de la philosophie tout au long de ces 13 années de vie commune, pour montrer aussi à quel point cette relation est essentielle à ses yeux. Donc, elle s'inspire de Kant, par exemple, notamment le philosophe qui était vraiment très célèbre pour ses fameuses promenades à heure fixe, et elle décide, elle aussi, de s'inscrire dans un club de promeneurs pour chiens tous les jours à 17h. Et elle montre en quoi ces promenades quotidiennes, qui ne sont pas toujours évidentes, on est des fois fatigué, on a des fois un peu la flemme, ou la météo n'est pas très engageante, et ben pour elle, ça fait une sorte de petite bulle dans sa routine où elle laisse son esprit divaguer et philosopher. Elle évoque aussi Kierkegaard et son concept de la répétition quand elle nous parle de ses promenades ou de ses repas à heure fixe qui vont structurer la vie du chien et qui lui sont absolument nécessaires. Elle évoque aussi Leibniz, par exemple, notamment à travers la perception, le toucher, les sensations provoquées par cet animal, ou encore Spinoza et la joie, notamment lorsque sa chienne la retrouve et l'émotion que ce retour provoque à la fois chez son animal, mais aussi chez elle. Donc c'est un livre sans prétention pour tous les amoureux ou les propriétaires de chiens, qui va vous faire redécouvrir la philosophie, mais aussi votre animal et la relation que vous entretenez avec lui. Et je voulais juste passer une petite dédicace à Jeanne et la remercier de m'avoir fait découvrir ce petit livre que j'offre maintenant partout autour de moi. Voilà, comment la philosophie peut s'immiscer dans notre quotidien. Et le dernier titre, c'est Socrate à vélo de Guillaume Martin. Guillaume Martin, pour ceux qui connaissent un peu le Tour de France, c'est pas n'importe qui, c'est un cycliste professionnel qui a été classé 12e au Tour de France 2019, donc c'est un cycliste professionnel, mais c'est aussi un étudiant en philosophie, titulaire d'un master en cette matière. Et donc, il va essayer dans ce livre-là de mêler le vélo et la philo, et c'est vraiment un pari absolument réussi. Il explique notamment comment est-ce qu'il essaie de combattre l'idée reçue et répandue qui veut que le sportif soit uniquement un corps dépourvu d'âme, ou tout du moins d'une tête qui ne fonctionne que pour son sport. Et il montre qu'on peut vraiment allier les deux dans cet essai, que le corps et l'esprit peuvent fonctionner vraiment de concert et créer ce qu'il appelle le vélosophe. Donc dans ce livre, il va essayer de composer un Tour de France avec des équipes qui sont nationales. On retrouve par exemple les Grecs avec Socrate, Platon ou Aristote, les Allemands avec Zadel, Marx ou Freud, mais sans Kant qui a préféré, comme on le connaît, rester dans sa petite ville natale. Il y a aussi les Hollandais menés par Spinoza ou les Français par Pascal. Donc on rencontre aussi Nietzsche, plus individualiste que jamais, mais prometteur, un Aristote ambitieux et arrogant, un Spinoza tout en joie et un formidable Einstein, chef de file des Allemands et plus précurseur que jamais. Donc il va mêler la fiction par ce Tour de France un peu loufoque où le peloton est disparate comme dans la vie quotidienne et son expérience personnelle, donc c'est-à-dire comment est-ce que lui il ressent la philosophie sur son vélo, comment est-ce qu'il en fait parfois malgré lui sur sa selle, comment il traverse des fois des périodes d'inconscience grâce à l'effort physique et comment il prend soin de lui, de son corps pour mieux réfléchir et pour mieux philosopher. Donc le ton est léger, l'écriture est fluide, efficace et le propos est vraiment très très intéressant parce qu'il tente de faire un pont et de rallier par la forme et le propos les intellectuels et les sportifs. Socrate à vélo de Guillaume Martin qui d'ailleurs a sorti depuis, il me semble, un autre titre. Oui, la Société du peloton, un coup de cœur d'un de nos collègues. Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à la philosophe Claire Marin et à notre libraire Marion. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les titres cités dans ce podcast sur notre site www.librairiedialogue.fr. De mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite!